Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Philippe Bloch et je suis très heureux de vous accueillir à cette webconférence Soprema consacrée à la gestion des eaux pluviales. Pour en débattre aujourd'hui à mes côtés, 4 experts que je vais vous présenter avant d'écouter tout ce qu'ils nous ont de passionnant à nous raconter. Jean-Jacques Hérin, vous êtes président de l'association Adopta. Vous êtes également, l'association, je vais dire ce que c'est parce que tout le monde ne connaît pas forcément cet acronyme qui est l'Association pour le développement opérationnel et la promotion des techniques alternatives en matière d'eau pluviale. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette webconférence. Bonjour. Bonjour Christian Piel, vous êtes quant à vous urbaniste, hydrologue et directeur de l'agence Urban Water. Lionel Sint, vous êtes quant à vous le responsable technique des solutions de toiture et de façade végétalisée de Sopranature chez Soprema Group. Et on a également un collaborateur de Soprema Group en la personne de Kent Oselik qui est responsable développement IoT. Alors je précise qu'IoT c'est Internet of Things, c'est l'Internet des objets. Et on va voir combien il est précieux en ce moment dans tout ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Alors moi j'ai été passionné pour préparer en fait cette intervention parce que j'ai découvert des sujets d'une ampleur incroyable, d'une importance incroyable que j'avais tendance un peu à ignorer. Donc on va tenter de rendre extrêmement compréhensible tout ce que j'ai découvert à vos côtés. Et j'aimerais bien qu'on démarre un peu ensemble, Jean-Jacques, par un peu d'histoire, en fait, parce qu'on parle beaucoup des sols qu'on a beaucoup imperméabilisés au fil des années. Et du coup, je me suis demandé s'il n'y avait pas utilité à faire une forme de rappel historique. Pourquoi et à quand est-ce qu'on a commencé à imperméabiliser les sols, notamment des villes ? Alors, première chose, c'est de préciser, de rappeler que l'eau a longtemps été regardée comme un déchet, comme une nuisance. L'histoire des techniques liées à la gestion de l'eau, en gros, dans notre pays, a commencé au milieu du 19e siècle. Tout le monde connaît Haussmann. Forcément. Voilà. Il a fait les grands boulevards. Beaucoup moins connaissent Belgrand. Belgrand fait les réseaux d'assainissement de la ville de Paris. Et si on fait les grands boulevards, si on fait les réseaux de la ville de Paris, c'est parce qu'à cette époque-là, on meurt de maladies liées à l'eau. Voilà. Première moitié du 19e siècle, c'est le choléra. C'est 20 000 morts à Paris sur une population de 750 000 habitants. C'est 100 000 morts en France. Voilà. C'est extrêmement important. Et donc, il faut assainir la ville. On pense que les maladies sont liées à cette présence de l'eau. On jette les déchets sur le sol, etc. Et donc, on crée ces réseaux pour évacuer hors de la ville le plus vite possible cette eau qui crée ces nuisances. Et en même temps, on imperméabilise la ville. Pourquoi on imperméabilise ? Eh bien, parce que avant de déployer les réseaux d'adduction d'eau potable, on se sert d'eau avec des puits. Et tous ces déchets s'infiltrent, pollue les puits, et c'est comme ça que l'on meurt de maladies liées à l'eau, avec une eau qui n'est plus saine. Donc on imperméabilise la ville, il faut imperméabiliser. Aujourd'hui, on gère très bien les eaux usées, on gère très bien les déchets, les ordures ménagères sont collectées, etc. On n'a plus besoin d'évacuer les eaux pluviales. Voilà. Et donc d'un statut de déchet, aujourd'hui, on se rend compte que ça devient une ressource, l'eau ? Ça devient une ressource, ça devient une richesse. Une richesse. Et c'est d'autant plus que la ville a continué à grandir, on a imperméabilisé de plus en plus, on a densifié les villes, et donc on a modifié très fortement le cycle naturel de l'eau. Voilà. Avant de construire la ville, il pleut sur un sol, le sol absorbe l'eau en totalité ou au moins en partie, recharge des nappes phréatiques, c'est là où on puise notre eau potable. Et on va voir un petit schéma qui montre que la ville a transformé le cycle naturel de l'eau. D'un ruissellement très peu important dans un milieu naturel, on arrive en ville aujourd'hui à quasiment plus d'eau dans le sol et au moins la moitié, sinon plus, ruisselle sur la ville, doit être repris par des réseaux qui sont de plus en plus engorgés. D'accord. Voilà, donc on sature, on crée des inondations, et puis la ville chauffe. On parle aujourd'hui de réchauffement climatique, hein, et on vient de vivre 4 années, 4 années parmi les 10 ans qui viennent de s'écouler. C'est les 4 années les plus chaudes connues au monde. Et vous évoquez le fait qu'on pourrait en 2050 être à 55 degrés à Paris On évoque 50 degrés, voire 55 degrés en ville, en pointe. Voilà. Dans des villes comme des villes dans une ville française, éventuellement. Alors, toutes les villes françaises, et notamment aussi, pour parler de Sopranature après, on verra, mais à Strasbourg, on parle de 55 degrés.
D'accord. Voilà. Donc je vois que Lionel qui s'inquiète. Il va peut-être pas rester à Strasbourg. Voilà. Il neige, paraît-il, à Strasbourg en ce moment. Mais voilà, donc il y aura aussi des fortes températures. Et donc la ville s'échauffe, il faut donc la rafraîchir. Voilà. On voit à l'écran une courbe de température sur la région parisienne, et on voit bien qu'au centre de Paris, il fait plus chaud qu'à la périphérie. Eh bien, cette courbe de température, vous avez la même chose sur toutes les villes de France, y compris même les villages. Dans le moindre village, sur la place du village, vous avez 1 ou voire 2 degrés de plus. Alors, on voit effectivement, vous dites, on meurt moins aujourd'hui ou plus des maladies liées à l'eau. Je crois peut-être, en tout cas dans les pays industrialisés, j'imagine. Peut-être encore, le choléra existe peut-être encore un tout petit peu dans certains pays qui ne sont pas en tout cas les pays que j'évoque. Mais pour autant, on voit ce que vous évoquez. C'est-à-dire maintenant alternent plutôt des périodes de grande sécheresse, des périodes de canicule, des périodes d'inondation. En fait, quelles en sont les conséquences ? Mais des conséquences, ça va être, on a une qualité d'air, une qualité de vie dans la ville qui se dégrade. Oui. Or, l'eau, l'air et la santé sont extrêmement liés. Donc il faut travailler là-dessus. En quoi les deux sont-ils liés, l'eau et l'air, là-dessus ? Alors parce que à partir du moment où on a de l'eau polluée, par exemple, eh bien on va polluer aussi l'air. Voilà. Et donc il y a une relation très forte aujourd'hui, on le met en lumière, une relation très forte entre qualité de vie, qualité de l'air et qualité de l'eau. Donc il faut vraiment travailler là-dessus. Donc il faut modifier véritablement le fonctionnement de la ville aujourd'hui. Il faut garder cette eau. Toutes les inondations, tous les ruissellements qui existent, c'est autant d'eau qui disparaît du fonctionnement naturel de l'eau. Et donc notre ressource en eau potable est en train de se diminuer. On parle de guerre de l'eau, on parle de sécheresse importante. Dans des régions comme le nord de la France, qui est connu comme une région fortement pluvieuse, eh bien 4 arrêtés de sécheresse en 4 ans, et des communes qui ont été alimentées en eau potable par des camions, citernes. Voilà. Ce qui est nouveau. Parce que plus d'eau au robinet et dans les captages d'eau potable. Voilà. Donc il faut véritablement, aujourd'hui, gérer l'eau pluviale autrement que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Alors, il y a eu une raison, on l'a fait pour des raisons sanitaires, pour des raisons de lutte contre le choléra notamment, pas que, mais c'est loin, cette époque-là. Et ça a été fait, il fallait le faire. Donc on a mis en place des politiques face à des problématiques. Aujourd'hui, on est face à d'autres problématiques, il faut mettre en place d'autres politiques. Alors, quel est le rôle des municipalités ? Comment réagir ? Que peuvent-elles faire et que font-elles ? Ben justement, les collectivités sont à la base de tout. Ce sont elles qui mettent en place les règlements, notamment en termes de gestion de la ville, donc ce qu'on appelle les règles d'urbanisme. Et donc, il faut qu'elles prennent conscience qu'il faut garder cette eau et ne plus l'évacuer par des réseaux d'assainissement comme on l'a fait jusqu'à présent. Et donc, les bases de ces politiques qu'elles doivent mettre en œuvre, c'est on doit garder l'eau, il faut l'infiltrer là où on peut. Si on ne peut pas tout infiltrer, on stocke, on tamponne, très très important, tamponner, et on renvoie à débit limité. Expliquez-nous tamponner pour les gens qui ne sont pas... Tamponner, c'est-à-dire je garde l'eau et je l'envoie à un petit débit. D'accord. Pas tout d'un seul coup. OK. Voilà. Et donc, pour écrire ces politiques, il y a un certain nombre de grands principes, voilà, qui sont présents à l'écran en ce moment. On les voit, j'en vois 7 là à l'écran. Tout à fait, comme les 7 merveilles du monde. Alors, les 7 grands principes. Voilà. La première chose, c'est gérer la goutte d'eau là où elle tombe. Voilà. Et les toitures, on en parle là, c'est à peu près un tiers des surfaces des villes, c'est Absolument. Ça ? D'accord. Voilà. En gros, c'est un tiers des surfaces minéralisées de la ville. D'accord. Ne pas concentrer l'eau. La concentration de l'eau, c'est sa pollution. Quand elle ruisselle, elle emmène de la pollution. Bien sûr, celle des véhicules, du trafic et des voitures. C'est 85% de la pollution des eaux pluviales liée au ruissellement. Qui vont ensuite dans les champs, dans l'agriculture. Partout, etc. donc ça pose problème. Donc, ne pas laisser ruisseler l'eau, la garder là où elle tombe. Finalement, ça revient à maintenir le cycle naturel de l'eau. Voilà. Il nous faut copier la nature. Comment la nature gère l'eau. Avant de construire la ville, le milieu naturel gérait l'eau et ça ne se passait pas si mal que ça. Ne pas imperméabiliser. Voilà. Ne plus imperméabiliser. On a aujourd'hui une gamme de matériaux extrêmement importante, de techniques qui permettent de minéraliser la ville sans l'imperméabiliser. Et puis, dernier grand principe qui est très important, et les toitures, on le verra, en font partie, c'est je ne crée plus d'ouvrages particuliers pour gérer les eaux pluviales. Je donne une deuxième, voire une troisième fonction à l'espace de la ville.
Et donc je fais une rue, je fais un espace vert, je fais une toiture, et en même temps je gère les eaux pluviales. D'accord, donc l'eau, vous dites enjeu stratégique majeur, là ce sont des principes, mais comment est-ce qu'on applique ces principes pour la gérer autrement du coup? Alors, là c'est une problématique d'organisation, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on a mis en place, c'est-à-dire il y a un service qui s'occupe de la gestion des eaux pluviales, aujourd'hui c'est chacun doit, dans sa vie courante et dans tous les projets qu'on porte, qu'on soit privé ou public, doit s'occuper de la gestion des eaux pluviales. Ce qui est le cas aujourd'hui ou pas, d'après vous, suffisamment ou pas? Pas encore, ça commence à bien se développer, notamment dans l'urbanisation nouvelle, mais ça doit se faire aussi sur l'urbanisation existante à chaque fois que la ville se transforme. Or, la ville se transforme en moyenne de l'ordre de 1% par an. Voilà, ça veut dire que si on fait attention à chaque dossier, eh bien, en 10 ans, on peut gagner 10% d'amélioration sur la ville existante. Et c'est un principe qui vient d'être mis en place par la ville de Paris, par exemple, qui a mis en place ce qu'on appelle leur plan pluie, Paris Pluie. L'objectif de la ville de Paris, à travers ce plan pluie, est double. C'est de lutter contre les inondations qui existent encore, mais aussi d'améliorer la qualité de la Seine, donc du fleuve, parce qu'à chaque fois qu'il pleut, on a une partie d'eau usée et d'eau pluviale qui s'en va dans la rivière, dans le fleuve. Et donc il faut, si on veut une bonne qualité du fleuve, si on veut pouvoir s'y baigner... Jacques Chirac l'avait promis il y a combien d'années? Il y a 20 ans, 30 ans, je crois. Tout à fait, voilà, mais il y a du saumon quand même maintenant. Oui, c'est nouveau ça? Voilà, ça revient. Ça fait déjà quelques années. Donc on voit que les choses s'améliorent, mais il y a encore des choses à faire. Et donc il faut réduire les rejets lorsqu'il pleut. Et donc pour ça, il faut garder l'eau dans la ville. Alors, quel est le rôle des toitures et notamment des toitures végétalisées, bien sûr, dans tout ce process et dans cette action? Alors, les toitures, comme les routes, comme tous les espaces de la ville, il faut garder l'eau. Et on verra, et Sopranature nous expliquera comment on y arrive plus précisément sur le plan technique. Mais c'est dans les principes que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est de garder l'eau, la stocker et l'envoyer à petit débit quand on ne peut pas tout garder ou tout infiltrer. Sur une toiture, on ne peut pas tout infiltrer, bien sûr, puisque ce principe de l'imperméabilisation, là, pour le coup, est nécessaire. Indispensable. Mais par la végétation, par le stockage, etc., on va réduire les débits et on va donc réduire les rejets vers l'espace public. Alors peut-être, je vais venir, on va bien sûr échanger, et j'en profite aussi à tous, et vous toutes et tous qui nous écoutez, pour vous dire qu'on va prendre vos questions en deuxième partie de cette émission. Donc commencez, il y a un chat sur votre plateforme, donc n'hésitez pas à nous poser vos questions tout au long de ce débat, et je les prendrai une à une à peu près une quinzaine de minutes avant la fin de notre débat et de notre conférence. Christian, je rappelle que vous êtes urbaniste hydrologue et directeur de l'agence Urban Water. Peut-être, avant de parler des principales contraintes, parce que tout ça, j'imagine, ne se fait pas facilement, peut-être un complément sur ce qu'on évoque là, sur les principaux avantages d'une bonne gestion des eaux pluviales, selon vous. En fait, les principaux avantages d'une bonne gestion... Alors déjà, qu'est-ce qu'une bonne gestion des eaux pluviales? Oui. Jean-Jacques l'a bien abordé. En fait... on va dire que quand on a commencé à comprendre ce que vous avez expliqué, c'est en quoi la ville génère du ruissellement, donc génère de l'inondation, on a commencé à mettre en œuvre des techniques qui n'étaient pas forcément bien appliquées, enfin bien intéressantes ou bien adaptées, je veux dire, voilà. C'est-à-dire qu'on a continué cette logique de génie urbain, de génie civil. On a mis des tuyaux, on a fait des gros bassins de rétention enterrés. Enfin, on a fait des gros ouvrages qui continuaient à artificialiser la ville. On était dans cette même logique d'artificialisation de la ville. Et là, petit à petit, depuis, on va dire, une trentaine d'années... Oui, je vais vous demander, ça commence quand, cette prise de conscience? Je dirais, il y a 30, 40 années. 30 ans? Début des années 80. Voilà, c'est ça. Et pour une raison particulière à l'époque ou pas? Il y a eu quelques personnes qui ont eu, d'ailleurs, souvent liées au monde de l'assainissement, qui se sont dit, en fait, il faut arrêter. C'est pas à nous, assainisseurs, de gérer le problème. Finalement, c'est la ville qui produit du ruissellement. Il faut donc travailler sur la ville, sur la texture, sur la trame de la ville, quoi. Et c'est là où il y a eu ce changement. Et c'est là où il y a des urbanistes, comme moi, par exemple, et d'autres, qui sont arrivés et qui ont commencé à réfléchir comment on peut intégrer cette problématique dans la ville, quoi. Donc, on a fait à l'époque ce qu'on appelait déjà des bassins de rétention paysagers, donc c'était quand même des trous qu'on végétalisait plus ou moins. Ensuite, il y a eu la noue, donc qui était un peu un fossé qu'on mettait en ville, qu'on essayait d'intégrer au mieux. Et puis ensuite, petit à petit, on a fait des espaces multifonctions, des parcs qui s'inondent, des choses comme ça. Donc il y avait un espace urbain à qui on donnait une fonction hydrologique.
Et puis là, aujourd'hui, on commence à aller un peu plus loin, et c'est là où on commence, je dirais, à avoir une bonne gestion des eaux pluviales. C'est, comme le disait Jean-Jacques, essayer de retrouver les processus naturels dans la ville. Et c'est quoi les processus naturels? C'est déjà l'infiltration, essayer de favoriser l'infiltration, en profondeur ou pas. C'est aussi faire ruisseler l'eau gravitairement, donc sans pompe, donc désartificialisée. Et puis, c'est, donc je dis à ciel ouvert, et puis c'est faire en sorte qu'elle aille aussi nourrir des choses, tout simplement. Voilà. Mais pour autant, j'imagine que c'est pas simple. C'est pas simple. Il y a pas mal de contraintes. Et c'est là où ça devient intéressant. Alors, quelles sont les contraintes de l'urbaniste hydrologue que vous êtes ? En fait, c'est des contraintes et pas des contraintes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on voit sur l'image d'ailleurs ici, là, on voit que, en réalité, l'eau, elle va plus être gérée que par les gens qui géraient avant l'eau. Elle va être gérée par l'architecte, parce qu'il doit peut-être avoir des toitures. Donc très en amont. Très en amont. Ça va être par le paysagiste, essentiel dans le projet. C'est lui qui va intégrer cette problématique de l'eau, enfin cette question de l'eau, et qui, pour les meilleurs, va se saisir de cette problématique pour en faire quelque chose d'intéressant. Du verre, etc. On va en parler tout à l'heure. Ça va être aussi même le bureau d'études structure du bâtiment, parce que voilà, peut-être la toiture, vous allez en parler, à un poids. Peut-être que si on veut faire ruisseler l'eau gravitairement et à ciel ouvert, il faut que sa descente d'eau arrive sur la voirie. Ça repense le bâtiment, globalement. Exactement. Oui. Et si tout le monde s'y met, là, on commence à avoir une ville très intéressante, parce qu'en fait, on a réintégré dans le tissu urbain les processus naturels. Et ces processus naturels, comment dire, ils vont nourrir la ville. Et c'est là le changement qu'il y a pu y avoir depuis une trentaine ou une quarantaine d'années. Avant, on subissait l'eau et on abordait l'eau comme du risque, uniquement comme le fait que ce soit une ressource change tout. Voilà. Et là, le fait que petit à petit, par ces techniques-là, ça devient une ressource. Aujourd'hui, en gros, pourquoi on met des toitures végétalisées ? Peut-être je vais un peu... Déflorer le sujet. Non, pas déflorer, mais peut-être que c'est une approche un peu brutale. Mais c'est parce qu'il y a une réglementation. En fait, alors, je vais vous poser la question de savoir si on nous y oblige ou pas en ce moment. Mais oui, il y a la loi sur l'eau qui impose de retenir les pluies exceptionnelles, de tamponner les pluies exceptionnelles, comme l'a dit Jean-Jacques. Premièrement, c'est là où... Depuis quand ? Depuis 1991. Oui, donc c'est récent sans lettres. Oui, c'est vrai, mais le temps que ça se met en œuvre. Bien sûr. Voilà. Donc il y a cette obligation-là. Donc comme j'ai dit, on a fait des bassins de rétention pas terribles, mais aujourd'hui, on a intégré ça dans la ville. Donc il y a cette obligation. N'importe quel aménageur, n'importe quel promoteur doit mettre en œuvre des dispositifs de rétention. Faut de quoi ? Il y a des pluviale. sanctions ? Bien sûr, il y a une police de l'eau qui est l'État et qui va faire appliquer les choses. Pour tout bâtiment neuf, globalement ? Pour toute opération nouvelle. Toute opération nouvelle, d'accord. Deuxièmement, il y a une autre loi qu'a également abordé Jean-Jacques, qui est le plan pluie à Paris, mais ce qui est globalement, c'est l'abattement des petites pluies, c'est la gestion des pluies courantes. Il faut faire en sorte aujourd'hui que les toutes petites pluies, et même les petites pluies, n'aillent plus au réseau. Elles doivent être gérées sur place. Et donc, comment on gère sur place ? Et c'est là où ça devient très intéressant, c'est qu'en fait, en végétalisant, en ayant une structure spongieuse, on va absorber ces petites pluies. Et donc, ces deux contraintes font que, pour les plus rétifs, ils sont obligés néanmoins de réfléchir à comment on réintègre ces processus naturels. Sachant que le potentiel est considérable, parce que vous m'avez dit quand on a préparé cette émission, j'avais pris cette note, la ville de Paris a un potentiel de 400 hectares intramuros végétalisables. Ouais, c'est considérable. Je ne sais pas comment ça fait de terrain de football, mais c'est considérable. C'est énorme, bien sûr. Et ça, c'est un plan qui date de 2016, hein, c'est ça, à Paris? Oui, c'est tout récent. Enfin, à Paris, il y a eu cette démarche depuis un bout de temps. Enfin, il y a une réflexion très intéressante qui a été menée. Une montée en puissance. Qui est montée en puissance. Voilà. Avec le plan Paris-Pluie a été adopté par le Conseil de Paris en 2018, si j'ai bonne mémoire. Mais en réalité, on retrouve cette notion-là déjà dans les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, qui sont également les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, qui sont des outils de planification de l'eau et de l'environnement, on va dire. Bref, avec cette notion de désimperméabilisation. Mais aujourd'hui, ça se répand. Et pourquoi ça se répand en réalité? Pourquoi ça se répand aussi vite? C'est que c'est très bénéfique pour les villes, en réalité. C'est que par cette gestion de l'eau, on va mettre de la végétation dans la ville. Comme on va mettre de la végétation dans la ville, finalement, ça va ouvrir des perspectives à tout un tas de choses, à la biodiversité, à l'îlot de fraîcheur, comme on a dit tout à l'heure, mais pourquoi pas également à l'agriculture urbaine, pourquoi pas tout simplement la réactivation des sols. Il va y avoir une faune, une flore qui va se réactiver dans les sols. Donc, en réalité, en répondant à la contrainte de l'eau qui nous est imposée, si on a une bonne démarche, on va finalement répondre à des enjeux beaucoup plus larges
que sont la nature en ville, en fait. Oui, et puis qui correspondent, pour un politique, je sais que c'est pas neutre, notamment une attente de la population, parce qu'on a bien vu les élections récentes et l'ensemble des mairies qui se verdissent, qui promettent de la végétalisation. À Paris, il y a un énorme plan pour mettre des arbres. New York a planté 1 million d'arbres sous une mandature d'un maire récent, etc. Donc il y a une véritable attente de la population, en plus de tous les effets bénéfiques de ce que vous évoquez. Il y a une véritable attente, et surtout, il y a une compréhension aujourd'hui de certains politiques, en tout cas, et ça va se répandre. Et je vois le PLU de Nantes, où ils ont eu vraiment cette approche. Oui, j'allais vous demander en fait un exemple de réalisation. Eh bien, j'allais citer le PLU de Nantes. Allez-y. Pourquoi ? Parce que le Plume, en fait, c'est Nantes Métropole. Parce que, en termes de gestion des eaux pluviales, ils ont bien compris. Donc, circulation à ciel ouvert, rétention à l'amont, à ciel ouvert, bref. Et ils ont fait corroborer ça avec leur gestion sur la biodiversité. Et donc, l'aménageur ou le promoteur doit également atteindre des objectifs de biodiversité. Enfin bref, il y a tout un ensemble de choses, mais qui n'est pas une suite de contraintes en réalité. C'est plutôt une suite d'objectifs, mais je dirais presque par quelques outils seulement, on va répondre à tout ça. En gros, une bonne gestion des eaux pluviales va permettre de répondre aussi bien aux objectifs de biodiversité, quasiment même de trames de circulation douce presque. Parce qu'en faisant ruisseler l'eau gravitairement d'un endroit vers un autre, on crée une trame. Sur cette trame, on peut mettre une piste cyclable. Vous voyez, il y a toute une logique urbaine, et j'en termine presque là. Non, je vous en prie. Qui fait qu'on retrouve la géographie du lieu. C'est ça qui est le plus intéressant. C'est que ça oblige à revoir les fondamentaux de la ville, de la géographie, et le fait de gérer l'eau de façon intéressante, comme la question que vous me posez. Intelligente, en tout cas. Intelligente, voilà. Ça implique de se réinscrire dans la ville, aussi bien dans la topographie que dans la géologie, que dans la qualité des sols, que dans le lien avec le fleuve, que dans le climat. Enfin bref, il y a tout un ensemble qui fait qu'en réalité, par le prisme de l'eau, vraiment, on va soulever tout un tas de questions et répondre tout un tas de choses. On repense vraiment la ville. Voilà. Jean-Jacques, un commentaire. Oui, ce qui est tout à fait aussi important, c'est de prendre en considération que l'eau devient finalement un mode d'organisation de nos structures privées et publiques. C'est-à-dire qu'avant, chaque service gérait sa fonction, la voirie, le bâtiment, l'assainissement, les espaces verts, etc. Aujourd'hui, on voit que l'eau devient un fil conducteur transversal. C'est ce que vous évoquez, Christian. En fait, il faut que tout le monde se coordonne pour que ça fonctionne. Absolument. Mais ça, c'est très important parce que c'est une révolution culturelle dans nos organisations. Et dans l'administration qui n'est pas simple non plus. Public et privé. Bien sûr. Pas seulement que le public. Hein. Oui, pas seulement les collectivités. Ça veut dire qu'il faut décloisonner toute l'organisation des différents services d'une structure et réapprendre à travailler tous ensemble. Et ça, c'est fondamental parce que ça permet d'atteindre tous les objectifs de chacun des services en faisant en sorte que les autres services permettent à mon service à moi d'avancer plus vite également. D'amener ma pierre à l'édifice, en fait. Le tout en maîtrisant nettement mieux la dépense financière. C'était le point sur lequel je voulais revenir. L'intérêt aussi de gérer les eaux pluviales de cette façon-là, c'est qu'en fait, on va disposer de moyens qu'on n'aurait pas sinon. Pourquoi ? En fait, parce que déjà, banalement, le fait de désimperméabiliser les sols, c'est dans beaucoup de régions de France aidé par les agences de l'eau, entre autres, parfois également avec les régions, départements. Mais bref, il y a une vraie aide, mais qui est tout à fait significative, premièrement. Mais en réalité, puisqu'on règle tout un tas de problèmes liés à la gestion des eaux et également liés à l'assainissement, on peut tout à fait prendre ce budget assainissement et le mettre dans ce qu'on va dire le paysage, l'aménagement extérieur. Et là, d'un coup, c'est des sommes considérables qu'on a. Et donc, encore une fois, par ce moyen-là, on dispose, par la gestion de l'eau, une gestion intéressante de l'eau, comme on le voit, on dispose de moyens techniques pour répondre à tout un tas d'enjeux, également de moyens financiers, puisqu'on a toute cette, je dirais pas cette manne, mais presque, et je dirais presque aussi d'outils juridiques. On a des dossiers loi sur l'eau à faire, on a toute une approche liée à la réglementation, et on doit s'y plier. Si bien que l'association des trois fait que ça va vraiment dans le bon sens. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les projets urbains, je trouve, vont vraiment dans le bon sens grâce à ça. Alors, à vous entendre tous les deux, c'est presque idéal. On a l'impression que c'est excitant même. Mais en même temps, est-ce qu'il y a des limites à tout ça ? Et quelles sont-elles ? Les limites, pour l'instant, je dirais, c'est presque le savoir-faire, qui est pourtant pas très complexe. Hein. Dans chaque domaine, c'est relativement simple. Ça existe, le savoir-faire existe ? Oui, bien sûr. L'architecte, tout le monde sait faire. La difficulté, c'est la coordination de toutes ces compétences, aussi bien en termes dans la conception du projet que dans la mise en œuvre du projet. Et c'est là un petit peu la difficulté, c'est comment on associe toutes ces compétences qui ne sont pas encore bien habituées à travailler ensemble. Mais ça vient. Une des difficultés,
c'est le fait de oser. Oser faire autrement. Qui doit oser en premier? Voilà. Tout le monde. Celui qui paye, celui qui construit, celui qui doit... Oui. Celui qui déclenche la mécanique, à vos yeux? Tout le monde. C'est celui qui commande un projet, mais c'est celui qui va le penser, c'est celui qui va le réaliser, donc l'entreprise, et celui qui va la gérer après. Voilà. Il y a toute la chaîne de la grande construction de la ville qui est aujourd'hui un peu remise en cause dans ses modalités de fonctionnement, voilà, et d'accepter de faire autrement, d'oser faire, d'avoir confiance en l'avenir, confiance dans des solutions d'aujourd'hui qu'il nous faut mettre en œuvre, en sachant que derrière, ça va générer véritablement et de la qualité de vie, du paysage urbain, du rafraîchissement, de la qualité de l'air qui va s'améliorer. Puis peut-être des villes plus belles aussi. Plus belles, bien évidemment, on a envie bien plus acceptables pour y vivre. Et puis tout cela avec une maîtrise des finances. De la dépense. Ce qui n'est pas neutre, compte tenu des enjeux, j'imagine, qui se chiffrent en milliards d'euros, probablement. Très rapidement, j'aimerais quand même qu'on ait des solutions avec mon ami Lionel. Et je m'arrête là, 2 chiffres. De l'espace vert simple, ça coûte 15 € du mètre carré. D'accord. Stocker 1 mètre cube d'eau pluviale, c'est 1 500 €. Voilà, vous avez un rapport de 1 à 100. C'est faramineux. Compris. Lionel, je crois qu'on attend beaucoup de vous en vous écoutant. Les solutions existent. La parole nous est donnée. Alors Lionel, je rappelle que vous êtes responsable technique en fait des solutions de toiture et façades végétalisées chez Sopranature, qui est en fait le spécialiste en fait des toitures terrasses permettant justement de réduire un petit peu ce ruissellement. Allons-y. Quelle solution proposez-vous? Oui, alors. D'abord, est-ce que vous êtes en accord avec ce qu'on vient d'entendre? Oui, tout à fait. C'est bien là-dessus que vous bossez. Merci d'avoir posé le contexte, d'avoir un petit peu précisé les mécanismes, qui sont passionnants. C'est vrai que on a évoqué un chiffre de 35% de surface des toitures dans une ville. Les fameux tiers, donc c'est une superficie qui est très importante. Il y a un enjeu foncier, clairement, dans les villes. Il y a surtout un point intéressant, c'est que les toitures représentent la première surface que la goutte d'eau. Mais c'est la première chose qu'elle atteint avant d'arriver dans le sol, elle passe par la toiture. Exactement. Donc on a parlé d'amont, on a parlé de gestion en amont, à la parcelle. Aujourd'hui, on parle de gestion à la parcelle. Les toitures constituent cette réponse, cette solution pour vraiment gérer l'eau au plus près de la goutte. Alors, les toitures, Soprema, c'est le cœur de métier de Soprema depuis plus de 110 ans. Donc, c'est assez naturellement qu'on s'est questionné, qu'on a travaillé sur la gestion des eaux pluviales et particulièrement les solutions qu'on appelle aujourd'hui fondées sur la nature, donc qui intègrent le végétal. Puisque vous l'avez dit, on pense aujourd'hui à réintégration du végétal dans l'espace public. Donc Soprema a développé une gamme de solutions. Il est temps de parler donc des solutions qui sont baptisées SkyWater. Donc ces solutions, elles permettent d'atteindre 3 objectifs. Le premier objectif, c'est de capter un maximum d'eau au plus près donc, de cette goutte de pluie, de capter jusqu'à 100% de la petite pluie. Il faut savoir que 80% des pluies annuelles sont des petites pluies, donc il y a un vrai enjeu pour les gestionnaires de réseau à travailler sur ces pluies. Deuxièmement, c'est réguler le débit de ces eaux pluviales, c'est-à-dire contrôler l'intensité du rejet, du rejet vers les réseaux. Et enfin, ça a été dit aussi, rafraîchir, donc c'est donner une utilisation à cette eau. On n'est pas juste là pour la contraindre. Voilà, oui. In fine, l'objectif, c'est de l'utiliser et de tempérer le climat de ville, puisque ça fait suite à plusieurs vagues de canicules ces dernières années. Alors 3 principes et je crois 5 solutions. Oui, alors 5 solutions. Donc les solutions SkyWater, la première que je vais citer, puisqu'elle me touche, elle me concerne directement, ce sont les toitures végétalisées. Donc les toitures végétalisées Sopranature, qui se comportent un petit peu comme une éponge. On parle de ville éponge, ça a été dit, je crois, tout à l'heure, assez rapidement. Ouais. C'est amener de la résilience. Donc on est sur des toitures étanchées. Le fait de positionner une végétalisation, aussi épaisse qu'elle soit, permet de donner cette résilience à la toiture. Donc ces toitures captent les eaux de pluie, les stockent, les plantes la consomment et l'évapotranspirent.
Ce mécanisme, c'est ce qu'on appelle l'abattement pluvial et qui est aujourd'hui réglementaire dans plusieurs collectivités, Paris, Rennes, Nantes, Lyon, etc. Un nombre croissant de collectivités. Absolument, oui, absolument. Exponentiel, d'accord. Ce qui est une bonne nouvelle. Oui, tout à fait, absolument. Alors, pour pouvoir correctement dimensionner une toiture végétalisée face à cette contrainte d'abattement pluvial, on a mis également au point un logiciel qui s'appelle Privilège et qui nous permet de dimensionner les bonnes épaisseurs de composants, de substrats par exemple, pour pouvoir répondre à cette contrainte d'abattement qui est exprimée la plupart du temps en millimètres d'eau par jour. Et j'imagine là-dessus qu'on est quand même dans le monde de la data et qu'aujourd'hui vous êtes capable d'additionner l'ensemble de la data par région, par ville, par niveau de pluviométrie. On travaille sur des... Tous ces sujets-là sont incorporés, j'imagine, dans ce logiciel. On peut aujourd'hui faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant de pouvoir manipuler autant de data. C'est d'ailleurs très très intéressant. On travaille sur des chroniques de pluie, des longues périodes de pluie, de manière à pouvoir élaborer des scénarios d'abattement, de gestion de cette eau pluviale de manière prédictive. Et la combinaison donc à la fois de ces toitures et de cet outil permet du coup d'arriver à quel résultat ? Alors, ça permet de se conformer aux réglementations, donc des PLU, des plans de zonage, de pouvoir justifier des valeurs mesurables, de manière à ce que les projets puissent rentrer dans les réglementations des collectivités. Donc ça rassure à la fois les investisseurs, les donneurs d'ordre et les collectivités. Alors une fois qu'on a construit, donc du coup, grâce à ces outils. Je poursuis sur ces solutions. Donc, je vais parler de capter, donc capter cette eau pluviale et la stocker sur les toitures grâce à ces toitures végétalisées. Mais il faut la réguler, j'imagine. Il faut également, vous avez raison, la réguler, et c'est un deuxième pan réglementaire qui monte très très rapidement dans les politiques urbaines. C'est donc la régulation du débit. Alors la régulation du débit, on en parle d'ailleurs dans le neuf aussi bien que dans la rénovation aujourd'hui. Alors pour répondre à cette régulation à la parcelle, on a développé une solution qui s'appelle Slowly, qui est donc un limiteur de débit pour les toitures. Donc c'est un dispositif que vous voyez à l'image qui se positionne sur les descentes d'eau pluviale des toitures, qui sont donc c'est un dispositif mécanique muni d'un petit orifice calibré et qui a pour objectif de ralentir le rejet d'eau dès la toiture. Et donc comme je le disais tout à l'heure, de limiter l'intensité de ce rejet. Et vous évoquez, c'est une question que je n'ai pas posée tout à l'heure, on pourra peut-être en débattre après, mais vous évoquez à la fois la construction et la rénovation. Oui. Ça fonctionne sur les deux Alors, dans certaines conditions, évidemment, puisqu'on est sur la toiture, il y a des notions de descente de charge, donc de structure, qui doivent être prises en compte très tôt dans le projet. Et c'est, là, je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure, plus ces projets sont travaillés en amont, en prescription chez l'architecte, voire même déjà dans le programme de la collectivité, plus on a une chance de succès. D'accord. Donc, d'autant plus sur une toiture, puisqu'on a une contrainte qui est structurelle. Donc ça, c'est Slowly, donc gère la rétention. Voilà. Alors, Slowly, donc pour la partie régulation du rejet. Et dès lors qu'on va réguler un rejet sur une toiture, il va se créer un stockage un petit peu naturel. Donc les toitures deviennent des réservoirs de stockage, vous le voyez à l'écran, sur des dispositifs de nids d'abeilles comme celui que vous voyez. Christian ? J'ai une question de spécialiste. Quel est le débit minimum qui peut être régulé par ce régulateur? Parce que c'est une vraie question. Oui, on rencontre souvent cette limite-là d'ailleurs sur les projets. La fourchette que je donne généralement, c'est 1 litre par seconde par hectare à 10 litres par seconde par hectare. Ça peut aller un petit peu au-delà. Votre question étant sur le minimum, on est souvent à 1 litre seconde hectare. Ce qui est ridicule. 1 litre par seconde par hectare, 10 000 m². Ce qui veut dire que le régulateur, lui, il va descendre. Il n'aura probablement pas 1 hectare de bassin versant. Le régulateur est capable de travailler jusqu'à 0,05 litres par seconde. Non, mais ça, c'est une vraie question, parce que c'est un vrai enjeu dans la mise en œuvre de ces toitures. Voilà. La rétention ? Pardon, allez-y. Pour faire un petit parallèle, c'est important parce c'est un débat passionnant, je vous le dis. On dit souvent qu'on ne peut pas infiltrer. Quand on est à 0,1 litre seconde, en limitation de débit, on est sur l'équivalent de perméabilité de sol de l'ordre de 10-8 mètres par seconde. C'est-à-dire qu'on est sur des débits qui sont inférieurs
à ce qui se passe dans les argiles. Voilà. Là, pour autant, c'est un débat spécialiste. Je suis un peu plus largué, mais je suis sûr que c'est vrai que c'est très important. Oui, parce qu'on ne peut pas infiltrer partout en ville. Et le fait de ralentir le plus possible permet de rencontrer ces exigences de sol peu perméable, parce que sol anthropisé en plein centre-ville. Donc c'est vrai qu'on doit pouvoir répondre avec nos solutions à ces contraintes de ville et avec des sols donc très, très imperméables. La rétention, Lionel. Donc les toitures se transforment en réservoirs de stockage, ce qui laisse des perspectives très intéressantes pour des nouveaux usages de cette eau qui changent de statut. J'en profite pour redire ce que Jean-Jacques disait tout à l'heure. Les déchets, on passe à une vraie ressource. Et donc le cinquième volet de nos solutions, c'est donc de valoriser ces eaux. Et donc grâce à un phénomène naturel qui s'appelle l'évapotranspiration, de transformer les toitures qui stockent, qui régulent, de les transformer en climatiseurs urbains, c'est-à-dire de travailler sur des palettes végétales qui sont particulièrement performantes en termes d'évapotranspiration et de pouvoir rafraîchir à proximité de ces zones végétalisées. Donc ça, c'est la partie rafraîchissement qu'on évoquait, et notamment les canicules, la nuit, ces périodes insupportables. Mais pour ça, il faut les bonnes plantes. Oui. Comment est-ce qu'on les sélectionne sur ces nouvelles générations de toitures Oui, alors cette palette végétale, on l'a appelée Sopranature fraîche, et on a sélectionné cette palette végétale par le biais de travaux de recherche, d'expérimentation. Et donc on a observé pendant 2 ans un groupe de plantes, un groupement, une palette végétale, avec un centre d'expérimentation de la filière horticole. Et on a pu mesurer, on a pu démontrer une diminution de 4 degrés de la température de l'air à proximité de ces zones végétalisées. Au cours d'une journée chaude de canicule de l'été 2020. 4 degrés, quand on entend que 1 degré peut changer le monde, 4 degrés en moins, c'est quand même absolument considérable. Parce que je ne sais pas si ça va dans le même sens, d'ailleurs. Je ne sais pas si 1 degré en plus, c'est plus efficace, c'est plus impressionnant que 4 degrés en moins, mais en fait, 4 degrés, c'est énorme. On est sur du comparatif, le 4 degrés étant une solution de référence traditionnelle de toiture gravillonnée. D'accord. Voilà, donc gravillonnée versus toiture végétalisée, delta on a déjà de température 4 degrés. Donc c'est très significatif. Et comment, du coup, la sélection se fait assez naturellement sur les plantes qui permettent justement ce sont des plantes spécifiques. On passe d'un couvert végétal de plantes particulièrement résistantes à la sécheresse. Oui, parce qu'elles-mêmes doivent résister à une éventuelle sécheresse. Elles le doivent aussi, et c'est là qu'on a mené aussi des travaux complémentaires sur le fait de pouvoir carencer ces plantes, le cas échéant, en eau pendant un certain temps. Donc voilà, on n'a pas juste des plantes très consommatrices en eau, elles ont elles-mêmes une résilience. Si on devait résumer les principaux bénéfices de ces différentes solutions Sopranature. Alors ils ont été largement évoqués en introduction. Oui, alors on peut reciter l'allègement des réseaux d'assainissement, ça c'est unitaire, donc ça c'est le sujet de fond qui présente ce risque de déversement ou d'inondation, d'apporter une conformité et une justification mesurable. Ça, c'est quand même assez nouveau par rapport à donc ces nouvelles réglementations, donc d'amener une sorte de note de calcul, une garantie de performance. Ça, c'est très important, notamment par rapport aux subventions des agences de l'eau qui ont été brièvement évoquées. La valorisation des eaux pluviales, passer du statut de déchet à un statut de ressource. La lutte contre les îlots de chaleur urbains, donc pour améliorer le confort des villes et de leurs habitants. De participer donc par le biais de ces solutions qui sont sobres, fondées sur la nature, à peu émettrices en CO2. C'est important de le dire aussi, parce qu'on ne peut pas occulter d'autres aspects qui sont aussi importants. C'est pas la peine de créer un nouveau problème, effectivement. Et qui sont donc favorables à la biodiversité, à l'extension des trames vertes en milieu urbain. Donc voilà, c'est une liste, elle est certainement non exhaustive, pas exhaustive. Mais séduisante. Pour autant, est-ce qu'il y a des risques? Et si oui, lesquels? Alors les risques, ils doivent évidemment être maîtrisés. Ils sont maîtrisés dans la mesure où les toitures végétalisées, ça fait plus de 30 ans que Soprema développe ce type de solution. C'est aujourd'hui, on est aux portes de ce qu'on appelle les techniques courantes dans le bâtiment, dans la mesure où on a tout un cortège de socles, enfin je dirais plutôt un socle réglementaire qui permet de nous appuyer et donc
de garantir ce type de solution. Donc 30 ans d'expérience et de retour d'expérience, 6 millions de mètres carrés pour Sopra Nature. Voilà, on n'est plus dans la démonstration du savoir-faire, mais vraiment dans la maîtrise pour ce qui est des toitures stockantes et des toitures végétalisées. Je vous rappelle qu'on prendra vos questions dans un instant, donc n'hésitez pas à continuer à en poser, mais je me tourne vers vous, Kent Oselik. Je rappelle que vous êtes responsable développement IoT pour Internet of Things, les objets connectés chez Soprema Group. Comment est-ce que vous gérez le besoin, parce que ces toitures, elles ont des besoins en eau, notamment les plantes. Comment est-ce qu'on les gère, les besoins en plantes de ces toitures végétalisées, en fait? Justement, nous avons parlé de la rareté de l'eau, du fait qu'à un moment, l'eau devient de plus en plus précieuse. Et donc, à un moment, lorsqu'on choisit une palette de plantes qui transpirent plus, rien ne se crée, tout se transforme. Forcément, il faut aussi arroser plus souvent. Donc, à un moment, nous avons cette contradiction entre rafraîchir, mais du coup, il faut plus d'eau. Et donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons pris la solution d'arrosage actuelle des toitures végétalisées qui consiste à mettre un programmateur à pile où on met une fréquence et une durée d'arrosage fixe et on la laisse tourner. Mais qui n'est complètement pas la bonne solution parce que du coup, il peut très bien pleuvoir, du coup on arrose alors qu'il va pleuvoir, etc. Enfin, c'est ce que je fais avec mon jardin, quoi. En gros, s'il n'est pas connecté, donc du coup il faut le connecter, c'est ça l'idée. Et donc on s'est dit on va faire quelque chose de plus intelligent, donc nous avons développé une solution qui est connectée à Internet. Ce qui fait que, par exemple, s'il va pleuvoir, on ne va pas arroser. Ça va nous permettre de faire des économies d'eau. Mais également, nous allons mesurer la teneur en eau du substrat pour nous assurer que si le substrat est assez humide, également, il n'y a pas besoin d'arroser. Parce que finalement, la programmation automatique, c'est sur des estimations. Il se peut qu'on arrose même si le substrat n'a pas forcément besoin. Et avec cette donc, solution, quels sont des capteurs, du coup? Ce sont des capteurs d'humidité qu'on va placer dans le substrat qui vont nous donner en temps réel la vraie teneur en eau du substrat et qui vont nous permettre de calculer le besoin en eau réelle des plantes. Et qui est piloté automatiquement ou qui nécessite pas d'intervention humaine? Il n'y a pas d'intervention manuelle, tout se fait automatiquement. Quels sont ces avantages, donc, cette solution d'arrosage automatique connectée? Eh ben, premièrement, il y a les économies d'eau qui vont jusqu'à 50%. 50, ouais. C'est non négligeable. Le fait de connaître ce qui se passe sur un chantier fait qu'on peut vraiment faire des économies importantes. C'est aussi vrai dans le domaine énergétique. Mais sinon, on peut suivre la consommation à distance, ce qui fait que si nous avons une fuite, par exemple, on observe une consommation alors qu'il n'y a pas d'arrosage, cela sous-entend qu'il y a une fuite. Les toitures, ce n'est pas là où on se promène tous les jours. Donc là, on va être au courant immédiatement de s'il y a une fuite et pouvoir intervenir avant qu'on se rende compte après des mois parfois. De pertes. Après des mètres cubes et des mètres cubes qui sont déjà partis. Perdus. Voilà. Au contraire, si jamais le substrat est trop sec, nous n'avons pas assez arrosé parce que, pour telle raison, il faisait trop chaud, etc. Il y a quelque chose de non prévu. Nous sommes alertés. Donc on ne va pas s'en rendre compte lorsque les plantes ont déjà péri. On va se rendre compte dès qu'il y a le moindre problème et pouvoir intervenir. Si jamais le système d'arrosage est bouché, ça peut aussi arriver. Pareil, on suit la consommation. On va voir que la consommation est trop faible par rapport à ce qu'on attend. Et donc, encore une fois, on va pouvoir intervenir. Et tout ça, donc, c'est pour assurer la pérennité de la toiture. Je me pose une question toute bête, mais il s'est connecté à quel Wi-Fi ou à quel réseau? Je me dis, dans l'immeuble, qui s'est connecté à quel réseau parce qu'il faut amener le signal Internet pour faire tout ça. Tout à fait. Il est spécifique à cette ouais. installation ou est-ce qu'il est dépendant de l'immeuble en fait? Non, il n'y a pas besoin de réseau local dans le bâtiment. C'est un opérateur national. D'accord. C'est un opérateur vraiment très spécifique aux objets connectés. Moi, j'imagine que c'est un truc. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas besoin de le connecter à un réseau. L'appareil, il est posé. Nous, on assure les abonnements derrière. Et l'objet communique directement avec notre plateforme qui reçoit toutes les données. Alors, jusqu'à présent, on l'a dit, on l'a rappelé assez largement, on cherchait à évacuer l'eau des toitures, maintenant on cherche à la conserver. Quelle est votre expérience chez Soprema en la nature et quelles sont en fait en la nature et quelles sont les garanties que vous avez ou que vous pouvez nous donner? Parce qu'on peut être inquiet des problèmes d'inondation, d'étanchéité, enfin je ne sais pas quel type de problème ça peut poser dans l'esprit des gens pour leur donner envie d'y aller en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que la solution rétention dont a parlé Lionel existe déjà depuis 10 ans. Donc ça fait déjà 10 ans qu'on fait de la rétention d'eau sur la toiture. En plus de ça, il faut savoir qu'il y a bien sûr la décennale du côté de l'étancheur et il y a la garantie constructeur du côté de l'étancheur. Quand les choses sont bien faites par un professionnel, normalement, il n'y a pas de questions à se poser. C'est de la pratique courante.
Là-dessus, vous avez un commentaire, messieurs? Oui, j'ajoute simplement qu'il y a cette idée reçue que stocker de l'eau sur une toiture, on a toujours peur des fuites. Oui, justement, c'est ce que j'ai en tête. Eh bien, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que dès lors que sur une toiture, on va apporter une protection, tout ce qui vient s'ajouter sur une toiture, comme vous le voyez sur cette image, toiture végétalisée, on peut très bien avoir une rétention d'eau dans cette toiture ou en dessous de cette végétalisation. Eh bien, ça constitue une protection de l'étanchéité, au sens du bâtiment, au sens de la construction. Donc, ce qui est une idée reçue de je vais poser quelque chose sur ma toiture ou je vais y stocker de l'eau peut représenter un risque. C'est à peu près tout le contraire. Alors, évidemment, on peut dire ça comme on est une entreprise d'étanchéité et que c'est d'abord ça notre métier, mais tout ce qu'on va ajouter sur cette toiture est une protection de l'étanchéité et va lui permettre de parfois doubler sa durée de vie. Voilà, puisque résistance aux UV, résistance à toutes sortes d'agressions météorologiques. Donc on est plutôt en train de protéger. Jean-Jacques, un dernier commentaire, on va prendre les questions, allez-y. Tout à fait, juste pour appuyer ce qui vient d'être dit, c'est que le premier risque d'une toiture, dans sa perte d'étanchéité, c'est le choc thermique, particulièrement l'été. Vous avez des différences de température entre le jour et la nuit de plus de 50 degrés. Ah oui. C'est-à-dire que vous avez donc de la dilatation différentielle, des matériaux différents qui bougent différemment selon les températures, et c'est comme ça qu'on perd l'étanchéité. Dès lors qu'on végétalise, ce choc thermique, c'est la végétation qui le prend. Et ce ne sont plus les différents matériaux qui se dilatent de façon différentielle. Ils ne se dilatent plus, ou quasiment plus. Merci beaucoup à tous les quatre. On va prendre des questions. On en a beaucoup. J'en profite pour vous rappeler qu'en fait, cette émission sera disponible en replay, en fait, j'imagine, sur le site de Soprema et par d'autres médias, peut-être même de manière plus large. En tout cas, vous pourrez la revoir. Et toutes les questions auxquelles nous n'aurons pas le temps de répondre, on y répondra également. Les réponses vous seront apportées. Je vais lire la première que je découvre en même temps que vous, messieurs, qui est sur un écran en face de moi. Pourquoi ne peut-on plus évacuer l'eau pluviale dans un puits d'infiltration qui permet pour moi, entre autres, de recharger les nappes phréatiques? On n'a pas beaucoup parlé de nappes phréatiques. Et effectivement, qui veut répondre à cette question? Je veux bien. Et plusieurs d'entre vous, bien évidemment. Ouais. Comme je crois qu'il y en a beaucoup, on essaie de faire des réponses suffisamment concises pour qu'on puisse répondre à un maximum. Donc d'une part, on peut toujours... Enfin, on peut encore, il arrive qu'il y a des sols où ça ne fonctionne pas parce qu'il y a trop d'argile, par exemple, ou parce qu'il peut y avoir des risques liés au gypse. Enfin bref, il peut y avoir dans certains endroits une impossibilité. Donc, ce qui pose problème, surtout, c'est qu'on doit aussi maintenant gérer les pluies exceptionnelles. Donc, ça veut dire qu'il y a une pluie d'été qui va arriver très vite, avec une intensité très forte. Il y a beaucoup d'eau qui arrive. Le puits, il n'aura probablement pas la capacité d'absorber. Donc, il va bien pouvoir infiltrer, mais il faudra néanmoins stocker à l'amont, tamponner, comme vous disiez. Voilà. Donc, l'évacuation par infiltration, par plusieurs, fonctionne toujours. Il n'y a aucun souci là-dessus. Pour la question suivante ? On prend la question suivante. J'ai une question concernant la gestion des eaux pluviales. On parle des projets neufs, ça a été aussi mon réflexe tout à l'heure, mais quid des anciennes constructions? De très nombreux bâtiments ont été construits à l'époque en réseau unitaire. Les villes sont-elles actuellement en réflexion sur un traitement de ces anciennes constructions? Allez-y, Jean-Jacques et Christophe. Oui. Et Lionel. Clairement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il faut... on ne fait pas forcément de la déconnexion des eaux pluviales des surfaces imperméabilisées pour faire de la déconnexion. L'important, c'est pouvoir le faire à chaque fois que la ville se transforme, se reconstruit sur elle-même. J'ai évoqué le chiffre de 1% par an. Voilà. Alors ça, c'est important parce que quand on fait des travaux, on peut profiter de cette occasion-là pour déconnecter les eaux pluviales. Ça ne coûte pas plus cher, ou quasiment pas. Et en plus, il y a des subventions de l'agence de l'eau, comme ça a été évoqué. Après, il y a des endroits où on peut faire de la déconnexion pour faire de la déconnexion, parce que pour la collectivité qui a des obligations réglementaires à respecter, avec des pénalités derrière si elle ne le respecte pas, il peut y être intéressant pour elle de mener des opérations de déconnexion des eaux pluviales uniquement centrées sur cet objectif-là. Lionel ? Oui, je complète. Effectivement, il faut dissocier la déconnexion, qui est le stade un petit peu ultime dans la gestion des eaux pluviales en ville, avec le
plus petit abattement qu'il est possible de faire. Et pour donner un ordre de grandeur, on voit tous des gravillons sur des toitures, on est habitué à voir ça. 4 cm de gravier en toiture, ça représente à peu près le même poids qu'une toiture végétalisée extensive comme celle que vous avez à l'écran, c'est-à-dire une centaine de kilos par mètre carré. Donc vous voyez, remplaçons ces 4 cm. Que du bénéfice en fait. Et sur l'ancien, on voit bien du gravier sur de l'ancien. On remplace simplement et on atteint de nouvelles fonctions. Alors j'ai une question qui doit être posée par mon épouse si elle nous regarde, parce qu'elle attire tous les moustiques du monde. Et la question est la suivante, toute cette eau dans la ville n'est-elle pas un risque pour les moustiques? Et je pense notamment, en tout cas la personne qui pose la question, un moustique tigre. Alors, je peux répondre, vous pourrez compléter après. Alors très clairement, c'est un sujet qui a été regardé. Voilà. Et en particulier, une étude a été menée sous la commande de l'Agence régionale de santé du sud-est de la France, où particulièrement le moustique tigre est le plus présent. Justement, en se posant la question, est-ce que la gestion alternative des eaux pluviales pose un problème vis-à-vis de ça? Eh bien, la réponse est non. Il n'y a pas plus, il y a même moins de problèmes qu'avec l'assainissement traditionnel. Comment on explique ça? Très clair. Eh bien parce que, en fait, on est sur des solutions notamment fondées sur la nature, c'est-à-dire qu'il y a toute une chaîne écologique qui se met en place. Donc quand il y a des moustiques, il y a des prédateurs, il y a des chauves-souris, etc. Et tout ça fonctionne correctement. Dans l'assainissement traditionnel, on est sur du pur et dur, on est sur du minéral. Voilà, les chauves-souris ne sont pas là. Oui, je complète sur le volet toiture. Donc la R&D Soprema s'est très sérieusement penché sur ce sujet puisqu'on est en toiture et on fait de l'étanchéité. Et les résultats ont été assez intéressants de se rendre compte que sur tout ce qui est végétalisé, donc solution végétale, le moustique tigre n'avait absolument pas d'influence dans la mesure où cette lame d'eau n'est pas à ciel ouvert, elle se situe en dessous d'un substrat de plantes et que les cycles biologiques étant, les larves ne pouvaient pas se pérenniser dans un lieu aussi peut-être sombre, occulte, etc. Kent, un complément. C'est ce que je voulais dire. Et je vous ai vu aussi réagir dans la question sur ce sujet. Nous, on travaille beaucoup en Guyane, donc il y a ce vrai souci-là. Et effectivement, ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir des franges humides qui restent trop longtemps. C'est sur cette frange d'humidité qui vont se développer les moustiques. En réalité, nous, ce n'est pas le cas. Là-dessus, il n'y a pas cette humidité, ou alors ce sera plutôt en interne. Et sur les pluies exceptionnelles, il faut faire en sorte que soit il y a de l'eau, soit il n'y a pas d'eau, mais pas de frange humide. Okay. Et donc, voilà. Autre question, quelles sont les villes qui ont déjà des consignes d'abattement pluvial? Est-ce vraiment contraignant et respecté par les constructeurs? Alors, moi, je peux répondre aussi. Allez. Non, alors, premièrement... Sans filtre, réponse sans filtre. Oui, il y a beaucoup de villes parce que... Enfin, ça a commencé par Paris. Il y a beaucoup de villes parce qu'il y a ce SDAGE Seine-Normandie qui a cette volonté de réduire les rejets au milieu naturel. Enfin, on ne va pas revenir là-dessus. Et donc, il y a beaucoup de villes, Paris qui l'a fait. Il y a beaucoup de sages, donc qui sont une déclinaison qu'il a fait, le sage de la Bièvre par exemple. Mais en réalité, aujourd'hui, beaucoup de collectivités le mettent déjà en œuvre, même si ce n'est pas encore réglementaire, parce que ça va l'être très vite en réalité. Et donc nous, par exemple, qui sommes conseils, nous on dit d'ores et déjà, on va imposer ça. Et ensuite, parce que ça va être réglementairement imposable. Et surtout, ça a beaucoup d'intérêt, c'est ce que je disais. Ce que je veux dire, est-ce vraiment contraignant, respecté par les constructeurs? Oui, c'est très contraignant. C'est-à-dire, la ville de Paris, par exemple, il y a eu un service d'instruction qui fait, avec un mode de calcul très précis, qui fait que si on ne répond pas à cette donnée, on n'a pas le permis. Oui, à Nantes, c'est la même chose. Enfin, oui, aujourd'hui, c'est pas une option. C'est un vrai un complément d'obligation. Oui. C'est une contrainte réglementaire, ça devient de moins en moins une contrainte technique. Oui, dès lors qu'on l'intègre et qu'on l'intègre très en amont, on a insisté très fortement sur le fait d'intégrer cette problématique-là très en amont dans les projets. C'est très, très important. Et puis, il y a une deuxième raison pour laquelle c'est respecté. C'est qu'en fait, les villes ont besoin d'eau dans leur ville. On veut verdir la ville. Pour verdir la ville, on a besoin d'eau. Les sols urbains sont extrêmement secs. Vous disiez au téléphone, on ne sait même pas comment les arbres vont chercher. C'est inimaginable. Moi, je me pose la question comment ils ont vraiment du mérite. Ils ont vraiment du mérite de vivre. Voilà. Donc il nous faut
hydrater les sols, en plus des espaces qui sont, eux, végétalisés. C'est là où il est important aussi de complémenter le verdissement de la ville par des revêtements perméables pour mettre l'eau dans le sol. Est-ce que l'on peut végétaliser tous les toits terrasses, notamment pour des questions de charge? Donc l'inquiétude vient d'éventuelles questions de charge concernant... C'est le frein à lever, voilà, c'est le frein à lever parmi d'autres, mais toit de terrasse, ça veut dire qu'on est sur des toitures globalement plates, en béton, pour rentrer un peu dans la technique. Quand on est dans un cas comme celui-là, on a déjà un terrain favorable pour pouvoir végétaliser. Voilà. Donc la réponse est a priori oui, mais bien sûr une étude de structure s'impose. Voilà, on se doit de dire ça. Ok. Oui. Peut-être évoquer qu'il y a 3 grandes catégories de toitures végétalisées, extensives, semi-intensives et intensive. L'intensive, c'est vraiment le jardin avec y compris potentiellement des arbres sur les toitures. Donc ce panel permet de trouver la bonne solution technique pour pouvoir végétaliser du plus léger au plus lourd. Pourquoi tamponner et ne pas récupérer pour les utilisateurs afin de préserver également les ressources? En fait, il y a 2 sujets. Il y a la gestion des pluies courantes, comme on a dit, c'est l'abattement. Donc c'est le caractère spongieux de la ville qui va faire en sorte que ces petites pluies, qui représentent 80% effectivement des précipitations, ne vont pas aller dans le réseau d'eau unitaire. Ce réseau d'eau unitaire ne va pas se déverser au milieu, dans le milieu naturel, donc il ne va pas polluer. En gros, aujourd'hui, quand il pleut, on pollue le milieu naturel avec le réseau unitaire. C'est pour ça qu'on bien le rappeler, redites-le quand même. Quand il pleut, aujourd'hui, en ville, quand il pleut, on va polluer le milieu naturel parce que, comme les eaux pluviales vont rejoindre les eaux usées, ça monte dans les réseaux et ça déverse au milieu naturel, donc ça le pollue. C'est lié au réseau unitaire, exactement, c'est lié au réseau unitaire. Est-ce qu'on peut peut-être juste réseau unitaire et ceux qui nous écoutent et qui ne comprennent pas eau usée le réseau plus eau pluviale, d'accord. Et puis réseau séparatif, c'est un réseau pluvial, un réseau eau usée. D'accord. Et aujourd'hui, on va plutôt vers le réseau séparatif, bien évidemment. Le réseau unitaire, c'était Non, aujourd'hui, très clairement, on ne fait plus de réseau séparatif, on ne fait plus de réseau unitaire. On fait un réseau pour collecter les eaux usées et les eaux pluviales, on les gère. Comme ce qu'on est en train d'essayer de faire ensemble aujourd'hui. Je termine la réponse. Sûr, donc ça, c'est un sujet. Donc c'est là où l'eau est ressource, on va dire. Et puis il y a un autre problème, une autre loi, d'ailleurs une autre réglementation, qui est la gestion des pluies exceptionnelles. Et ces pluies exceptionnelles, elles sont exceptionnelles. Donc là, c'est pas la question de retenir cette eau, c'est faire en sorte de la contenir temporairement pour l'évacuer ensuite tout doucement au milieu naturel ou dans des tuyaux. Mais cette eau-là, comme elle est exceptionnelle et de très gros volume. Et puis, enfin bref, on ne peut pas la récupérer parce qu'elle est là très peu de temps et très rarement. Donc voilà, c'est un autre sujet. Donc il y a bien 2 sujets qui sont traités. Tout à fait. Alors pour compléter, là on rentre dans une autre type de réglementation qui s'appelle le zonage pluvial. C'est des obligations réglementaires qui existent d'ailleurs depuis 1992. C'est pas récent. Il y a très peu de villes qui l'ont fait pour l'instant. Ça commence vraiment à se développer. Le ministère envisage de le rendre obligatoire avec des pénalités si ce n'est pas fait. Et ça, c'est très important parce que ce sont des points qui, par exemple, permettraient de faire en sorte que ce qu'on a connu il y a quelques mois, là, il y a 2 mois, dans la vallée de la Roya, dans le sud-est de la France, c'est à l'urbanisation de s'organiser pour laisser passer ce que l'on ne peut pas gérer. Oui, bien sûr. L'eau pluviale, une fois qu'elle s'est mise en route, qu'elle commence à ruisseler, elle a une force extrême, on ne peut pas l'arrêter. Voilà. Et donc, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de faire en sorte que la ville s'écarte du passage de l'eau. C'est une notion que je développe un peu partout, qui s'appelle la notion de limageur en ville. Le limineur de la ville par rapport aux eaux pluviales, ce sont mes ouvrages multifonctionnels que je vais organiser pour gérer la pluie jusqu'à une fréquence de pluie de 10 ans, 20 ans, 50 ans, peu importe. Au-delà, c'est à l'urbanisme de s'organiser pour que l'eau puisse traverser la ville sans dommage. Et ça s'appelle le limageur d'un cours d'eau. Allez, il nous reste à peu près un peu plus de 2 minutes. On va prendre encore une question. Est-ce que votre logiciel permet de gérer la GEP, la gestion des eaux pluviales, sur l'ensemble de la parcelle ou uniquement en toiture? Je ne sais pas si ça s'adresse à Kent ou à Lionel. Je peux répondre. Oui, bien sûr, Kent. Le logiciel prend en compte l'intégralité des surfaces dans la parcelle. Parce que lorsque nous l'avons développé, le but c'était quand même que ça serve au maître d'ouvrage de faire son dimensionnement de manière générale. Donc ça dimensionne la toiture végétalisée en tenant compte également des autres surfaces drainantes ou non drainantes, de sorte à ce que
ça génère une note de calcul qui peut être un justificatif derrière pour avoir son permis de construire. Ok, une question, une réponse hyper rapide alors qu'elle est très technique et on conclut. Pour évapotranspirer, les plantes nécessitent de l'eau. Or, le stockage est temporaire avec un débit de fuite. Pour limiter l'ICU, pardonnez-moi, je ne sais pas ce que c'est, donc ne m'envoyez pas. L'îlot de chaleur urbain. L'îlot de chaleur urbain, pardonnez-moi. Ça, je connaissais, mais pas l'abréviation. Il faudrait stocker un volume d'eau sous le substrat. Avez-vous ce type de réalisation? Ce sera la dernière question. Réponse très courte. Oui, cette solution, elle s'appelle Retentio et c'est un système de nid d'abeilles, donc constitué de 98% de vide, alors qui est, il est vrai, régulé donc avec un débit contrôlé. Demain, on s'intéressera à des solutions avec un peu plus de rétention, je dirais, permanente et du complément, de l'arrosage complémentaire basé sur des eaux de pluie le plus souvent possible. Voilà, donc pour répondre à ces besoins. La solution existe. En tout cas, messieurs, merci infiniment. Je rappelle, Jean-Jacques Hérin, que vous êtes en fait le président de l'association Adopta, qui est l'association pour le développement opérationnel et la promotion des techniques alternatives en matière d'eau pluviale. Lionel Sinde, vous êtes responsable technique solutions de toiture et façade végétalisée Sopranature chez Soprema Group. Christian Piel, vous êtes à la fois urbaniste, hydrologue et directeur de l'agence Urban Water. Et Kent Oselic, responsable du développement des objets connectés chez Soprema Group, j'ai du mal à dire également. Merci infiniment à tous de nous avoir mieux fait comprendre combien cet enjeu est important. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que cette émission pourrait être rediffusée en replay dès la fin, probablement, je ne sais pas exactement quand, mais à mon avis très rapidement, pour que vous puissiez la partager. Et je suis ravi d'avoir découvert un sujet passionnant dont notre survie sur cette planète dépend probablement. À très bientôt pour une nouvelle webconférence de Soprema Group. Bonne fin de journée.